Ticketwiz.com est un site web qui parle de trading sur le marché boursier Nasdaq et New York Stock Exchange. Donc la page login se trouve en haut à droite du site web et on arrive à la fenêtre ici. Donc on enseigne l'adresse email de l'enregistrement et puis le mot de passe. Pour s'enregistrer, il suffit juste de cliquer sur s'inscrire ici au milieu pour s'inscrire et obtenir une période d'essai de 1 mois. Au prochain boom technologique, notamment Mhm, sur le Nasdaq. Donc le Nasdaq, c'est mhm, 70% de valeurs technologiques. Et parmi les 70% des valeurs technologiques, on a toutes les grandes entreprises mondiales, j'ai bien dit mondiales, hein, et pas seulement américaines, qui sont présentes au marché Nasdaq. Alors Nasdaq, en fait, c'est comme le Pont Coin. C'est un marché où on achète et on vend des objets deuxième main. D'accord. Donc des objets qui mhm, sont été vendus par les émetteurs. Donc voilà, mhm. le Bon Coin, c'est Nasdaq. Nasdaq, c'est le Bon Coin. D'accord. On achète et on revend des choses en seconde main. Donc je fais un dessin. Alors vite fait, marché des capitaux, c'est juste énorme parce que chacun de nous possède beaucoup d'argent parce qu'on a bossé dans notre vie et parce qu'on Mhm. on n'a pas tout dépensé. On a des économies, d'accord. Ça c'est fait exprès. Alors donc si on regarde le marché des capitaux, on peut investir principalement dans deux directions la plupart du temps, soit dans le marché monétaire, ok, monétaire, c'est-à-dire qu'on achète des devises, soit sur le marché financier, c'est-à-dire les actions, obligations. Donc on va commencer par dire des choses qui ne nous concernent pas, pas Tickerwiz en tout cas, c'est le marché monétaire, parce qu'on ne fait pas de marché monétaire ici. Et le marché monétaire, c'est très vaste, c'est un marché où les banques prêtent de l'argent ou empruntent de l'argent auprès des autres banques. Par exemple, on a ce qu'on appelle le marché interbancaire. Bon, je ne dessine pas les flèches hein, parce que ça prend du temps. Mhm. Marché interbancaire, donc entre les différentes banques, ça peut être mondial, hein, ça peut être entre une banque américaine et une banque française. Ok. Et ça peut être aussi sur les créances. Alors là, c'est une petite flèche. Alors, c'est pas symétrique, mais c'est pas très grave. Donc, il y a un diagramme à la volée, hein. Donc, marché des titres ou créances qu'on peut négocier, négociables, sont des titres, des créances. Par exemple, le subprime. Subprime, ça fait partie de ce titre de créance. Ensuite, côté droite, on a le marché financier. C'est là où ça nous intéresse, parce que dans Ticaroïs, on parle de que ça. Alors, marché financier, c'est très vaste. Qu'est-ce que c'est financier en fait? C'est alors là aussi, on peut diviser en deux parties, hein. Donc, partie gauche, on va dire valeur mobilière. Mobilière. Ces valeurs mobilières couvrent un ensemble de ce qu'on appelle actions OPVCM. Ah, OP, alors, attends, je vais mettre action. Action. Ok. Action. Ensuite, on a dit euh, au milieu OPCVM. Alors, OPCVM, c'est ETF, hein. Ok. Mhm. CVM ou ETF. Donc, c'est une composition, un panier d'actions. Et enfin, on a aussi les obligations. Les obligations, ce sont des dettes des entreprises. Ils s'engagent à te rembourser. Alors la différence entre action et obligation, c'est que action, tu es actionnaire, donc tu fais partie de la société, donc tu possèdes un droit de connaissance sur la société, savoir ce que la société est en train de faire. Et obligation, tu n'as pas ce droit-là. Tu n'as pas ce droit de savoir ce que fait la société. Mais par contre, la société, elle est redevable et doit te rembourser parce que cette société a emprunté ton argent. Donc c'est une dette, donc elle s'engage à te rembourser. Et voilà. Mais en somme, action, c'est un investissement à l'instant T. Et obligation est un investissement sur le long terme, sur une période. D'accord. Donc on achète et on revend les actions, donc une participation de l'entreprise, mais les obligations, généralement, on les garde sur le long terme. Voilà, c'est la différence aussi entre action et obligation. Et sur le marché financier, on a aussi
au cours du XXe siècle, inventé un truc qui s'appelle les produits dérivés. C'est un nom qu'on entend souvent parce que c'est très important. Un produit dérivé, c'est quelque chose qui ressemble à des actions ou obligations, mais ce ne sont pas exactement des actions ni obligations. Alors en fait, ce sont des options. On a déjà parlé des options hein, dans les épisodes précédents Hmm. de Tickerwiz. Hein. Si tu t'en souviens plus, il faut regarder Oui. l'épisode, je crois que c'est 14 ou 15. Donc options, ensuite, à côté d'options, on a les contrats à terme. En fait, c'est presque pareil. Hein. C'est ce qu'on appelle les warrants. Donc, alors, les contrats à terme, donc on appelle ça les futures warrants. C'est la même chose. La différence entre contrat et option, c'est que option, c'est un droit. Donc tu peux l'exercer ou pas. Donc c'est un strike, on appelle ça. Donc tu peux striker ou pas. Ouais. Alors que le contrat à terme, ce n'est pas un droit. C'est une obligation, c'est-à-dire que tu es obligé de striker. Tu es obligé d'exercer lorsque il y a un contrat qui est écrit et lorsqu'il arrive à terme, tu es obligé de t'engager et de honorer. Donc tu es obligé de rembourser ou voilà, de réaliser l'action. Donc c'est la différence entre contrat et option. Okay, option c'est un droit, contrat c'est une obligation. Donc tu es obligé de faire une action qui est stipulée dans le contrat. Voilà, comme les obligations des valeurs mobilières, une obligation c'est une dette. Donc l'entreprise s'engage à te rembourser si elle est en capacité de rembourser. D'accord. Donc c'est une obligation, ce n'est pas un droit. Et pareil, les actions, D'accord. ça ressemble aux options, puisque les options, c'est un titre de participation. Tu participes à la vie d'une entreprise. Donc ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Tu peux ne pas participer. D'accord. Tu es propriétaire d'une part de cette entreprise. Tu peux participer ou pas. C'est comme tu veux. D'accord. Donc, Hmm. tu vas me dire, mais quelle est la différence entre un boursicoteur actionnaire et un actionnaire qui est manager? Manager, tu vois, qui, par exemple, qui prend la direction, qui est un chef ou un sous-chef d'une entreprise. En fait, la frontière, elle est extrêmement, extrêmement floue, puisque un actionnaire, il a le droit de savoir ce qui se passe. De virer les gens. Exactement, Ouais, et de virer les gens. exactement. Par exemple, les actionnaires, ils ont le droit de virer le PDG. Le PDG, c'est le sommet Hmm. de la hiérarchie d'une entreprise. Hein. Les actionnaires, ils ont le droit de virer le co-directeur ou le CFO ou le CTO d'une entreprise. D'accord. Donc les actionnaires, ils ont vraiment beaucoup de droits dans le système capitaliste. Okay, même s'ils ne Hmm. participent pas, même s'ils ne choisissent pas les directions de l'évolution d'une entreprise. Par exemple, les actionnaires de Tesla ne peuvent pas décider quelle batterie sera déployée dans les prochaines voitures de Tesla. Mais par contre, ils peuvent dire que telle personne, on ne le garde pas. Voilà, Et, dans le board, il y a Elon et, Musk. et voter et voter les dividendes. Exactement. Et aussi voter les dividendes que la société doit rembourser, doit reverser à ses actionnaires. Voilà. Donc les actionnaires, ils ont vraiment un pouvoir énorme dans le système capitaliste. Alors maintenant, les gens qui ne connaissent pas le marché, par exemple Nasdaq, qui ne connaissent pas, ils ont tendance à dire que les actionnaires sont invisibles et ils ont pratiquement peu ou zéro effet sur la vie d'une entreprise. Alors c'est pas tout à fait vrai, alors c'est pas faux non plus, mais c'est pas tout à fait vrai. À savoir que dans l'histoire du passé sur le marché Nasdaq ou autre, il y a eu des actionnaires qui ont pris le contrôle, un takeover on appelle ça, un takeover sur l'entreprise, à savoir ils ont viré les fondateurs, ils ont pris la possession d'une entreprise et ensuite modifié le roadmap d'une entreprise. Ça s'appelle du hacking. Hmm. Voilà. Dans l'informatique, on appelle ça le hacker, le hacking. Hacking, c'est-à-dire on va interrompre le processus normal désigné, on va changer le processus Hmm. pour insérer une fonction ou, qui totalement a bouleversé cette entreprise. D'accord. Donc ça existe. Ça existe. Alors, ce n'est ni immoral ni moral. Voilà, c'est dans la frontière des deux. Alors pourquoi c'est immoral? Parce que tu as viré les fondateurs. Ok. Donc c'est immoral. Mais pourquoi est-ce que c'est moral? Parce que tu as sauvé l'entreprise. Donc tu as sauvé les employés, tu as sauvé le business plan. Donc tu as rendu l'entreprise rentable. Et maintenant, si le hacking
ne fonctionne pas, si l'entreprise est toujours pas rentable, si l'entreprise perd toujours l'argent, alors ça devient quelque chose d'immoral. Immoral, ça veut dire qu'il y a eu un échec. Et cet échec, elle est volontaire ou pas, je ne sais pas. Peut-être qu'elle est volontaire. Peut-être qu'on a fait exprès pour que l'entreprise coule. Peut-être pas. Hmm. Mais en tout cas, l'échec est le témoin de l'immoralité. Quelque chose qui est immoral et comme conséquence Ok. un échec complet. Alors maintenant, quelle est la puissance du système capitaliste? Pourquoi est-ce que la République populaire de Chine avait abandonné le communisme pour le capitalisme? Alors pourquoi? En fait, c'est pour la bourse. En réalité, il y a un avantage parce que selon la définition du Parti communiste, la démocratie, ça veut dire quoi la démocratie? Ce n'est pas le vote, ce n'est pas qu'on va voter dans un bureau, c'est pas ça la démocratie. La démocratie, ça veut dire que les gens de la société, les peuples participent aux activités économiques sans exclusion. Voilà, sans exclusion, c'est important. Je souligne le mot sans exclusion parce que la démocratie réelle signifie qu'on ne délaisse personne dans la société. Ni les handicapés, ni les races inférieures, ni les employés, ni les paysans. Si on arrive à atteindre ce stade de développement de la société, elle est vraiment démocratie. C'est vraiment une démocratie. Alors ce n'est pas le vote. C'est pour ça qu'il n'y a pas de vote dans le système communiste. En Chine, on ne vote pas. On ne choisit pas le chef. C'est les chefs eux-mêmes qui choisissent les successeurs pour gouverner le pays. D'accord? C'est un régime politique qui fonctionne, puisque la République populaire de Chine existe toujours. Ça fait 80 ans. Okay. Maintenant, c'est la deuxième puissance mondiale. C'est permet de rivaliser avec les États-Unis d'Amérique. Alors qu'avant l'arrivée de la Chine communiste, la Chine était un pays pauvre et que la Chine ne pouvait pas rivaliser avec les puissances occidentales, notamment les Européens ni les Américains. Aujourd'hui, c'est pas le cas. En 2026, presque un siècle plus tard, la Chine rivalise avec les États-Unis d'Amérique. Alors, pour comprendre ce qui se passe, puisqu'aujourd'hui on va parler du système économique, on va comprendre pourquoi est-ce que c'est puissant le système de la bourse. Parce que justement, via la prise des participations, via les actions, on prend le contrôle de l'entreprise. On fait un takeover sur l'entreprise. Un takeover, c'est très puissant. Bon, avant d'arriver à ce stade-là, il faut remonter la rivière à ses sources. On va aller chercher à la montagne, okay, la source de la rivière, les petits ruisseaux. Et comment ça s'est passé au début de la construction d'une entreprise mondialement connue. Alors, ça ce qu'on appelle l'IPO en anglais. IPO, ça veut dire introduction en bourse en français. Cette introduction en bourse, en fait, est initialement prévue par la bourse. Alors, la bourse New York Stock Exchange a été fondée dans les années 1800. Donc, ça fait 200 ans que ça existe. Et le Nasdaq a été fondé dans les années 1960-70. Okay, donc, c'est à partir de ce moment-là où on avait créé un marché pour les valeurs technologiques. Donc, il y a 50 ans en arrière. Parce que aux États-Unis d'Amérique, il y avait un boom économique lié aux valeurs technologiques à partir des années 70-80. On a vu l'émergence du secteur semi-conducteur pour fabriquer les puces électroniques. On a aussi vu l'émergence de l'informatique, par exemple Microsoft, Apple. Ensuite, on a vu l'émergence récemment de New Space. New Space, ça veut dire colonisation extraterrestre, donc sur la Lune ou sur Mars, avec les fusées réutilisables. Et aujourd'hui, on va parler de SpaceX. Si les gens qui écoutent TickerWiz ne savent pas ce que c'est TickerWiz, enfin, TickerWiz c'est un site centré sur la bourse. Et SpaceX est une entreprise centrée sur le New Space. Donc voilà. Maintenant, SpaceX a besoin d'argent. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher dans le marché primaire de l'argent. Alors, le marché primaire, c'est un endroit où les titres sont émis au moyen d'un placement initial. Alors que le marché secondaire, c'est le Nasdaq. C'est le lieu où les gens achètent et revendent les titres qu'ils possèdent déjà. Donc, alors, marché primaire, c'est les actionnaires. Donc, je vais marquer ça sur Google. Donc, on va regarder. Alors, le marché primaire, on prend un schéma. Donc, ici, on a l'émission des titres par l'entreprise elle-même, par exemple SpaceX, qui permet d'attirer les gens, par exemple les employés, notamment les fondateurs et les employés. Ils ont accès directement au marché primaire, donc l'émission des titres, donc ils peuvent acheter les titres de leur propre entreprise. Mais pas que, il y a aussi les investisseurs comme JP Morgan, Morgan Stanley, les baleines, quoi, qu'on appelle ça, qui eux aussi
en mettant sur la table 100 millions ou 1 milliard de dollars sur le marché, sur l'entreprise, ils peuvent acheter une part directement auprès des fondateurs, auprès de marché primaire. Et une fois qu'ils ont ces titres-là, ils peuvent les revendre sur le marché secondaire, qui est le Nasdaq ou New York Stock Exchange. Donc on va regarder le marché secondaire. Alors secondaire découle du marché primaire. Le marché secondaire, ça s'appelle un marché sur lequel où on échange les actifs financiers. Donc les instruments financiers sont des actions, ok, ou des options. Ça permet aux investisseurs de vendre leur part pour attirer d'autres investisseurs. Voilà. Maintenant, comment fonctionne le système capitaliste et pourquoi on dit que c'est très puissant et qu'on arrive à atteindre la démocratie via le système de la bourse. Alors, il faut imaginer un régime politique où on a besoin de réunir les talents. Comment est-ce qu'on va réunir les talents? Voilà. Si on était en Antiquité, pour réunir les talents, c'était très simple, il fallait aller à l'auberge. À l'auberge, on attend les gens entrer dans l'auberge, on va discuter avec eux, et parfois on trouve des gens vraiment talentueux, où on trouve les meilleurs stratèges, les meilleurs chevaliers, d'accord? Donc c'est dans la taverne qu'on arrive à faire ça. Et aujourd'hui, la taverne n'existe plus, on n'est plus en Antiquité, et aujourd'hui on trouve les talents via le marché de la bourse, via le marché secondaire. En fait, c'est très bizarre de dire ça, parce que les gens qui ne connaissent pas la bourse, ils pensent que la bourse, c'est seulement pour profiter de la variation du titre pour gagner de l'argent. En fait, c'est pas le but. Ce n'est pas du tout le but de la bourse. La bourse, certes, permet aux spéculateurs, via des calculs mathématiques, de trouver un point d'entrée et un point de sortie pour gagner beaucoup d'argent. D'accord? Donc on n'achète bas, on revend haut. C'est le principe. Hein. Donc tous les boursicoteurs, tous les traders, ils travaillent de ces manières-là. Mais en fait, c'est pas du tout le principe ni le but de la conception de la bourse. C'est pas pour ça qu'on a conçu la bourse. En fait, la bourse, c'est une taverne. C'est l'auberge, en Antiquité ou au Moyen-Âge. C'est un endroit où on va attirer les gens. On va rendre la société sexy, rendre la société attractive. Même si derrière, c'est pas sexy du tout. Hein. C'est comme une femme maquillée, tu vois. Mais après la mise en vente des actions sur le marché primaire, on arrive à attirer les premiers employés, les fondateurs. D'accord? Parce que les premiers employés sont des employés qui vont rester le plus longtemps possible. Alors on dit premier arrivé, premier servi, mais les premiers arrivés sont les derniers qui partent de l'entreprise. Okay, c'est comme ça que ça fonctionne dans toutes les entreprises au monde, que ce soit aux États-Unis, en France, en Chine ou ailleurs. Les premiers arrivés, les premières personnes qui sont dans l'entreprise, ils vont rester jusqu'au bout, jusqu'à la faillite, jusqu'à la fin de l'entreprise, jusqu'à la revente. Okay, leur cycle est très long. Et donc il faut, dès le départ, trouver les meilleurs talents. C'est là, à l'instant T0, qu'on doit être sûr que les premières personnes qui entrent dans l'entreprise, ils sont talentueux. Okay, si dès le départ, si dès T0, on n'a pas les bonnes personnes pour diriger l'entreprise, et ben l'entreprise va faire faillite, en fait. C'est l'instant T0 qui va définir le destin de l'entreprise. Donc je répète, c'est l'instant T0 qui va définir le destin de l'entreprise parce que toute la roadmap elle va être évoluée, elle va être changée, manipulée par les premières personnes qui entrent dans l'entreprise. C'est l'instant T0, c'est l'instant magique, d'accord? Et ces opportunités d'investissement sont accessibles par beaucoup de gens. Donc ceux qui sont intéressés par l'aventure. Par exemple, aujourd'hui, on parle de SpaceX et dans le message privé, on a parlé de EquityZen. Alors, EquityZen a été racheté par une grande compagnie américaine, hein, c'est Morgan Stanley qui a racheté la plateforme EquityZen. Alors, à côté d'EquityZen, tu as aussi, je crois, Fondora, entre autres. Donc, Fondora aussi, c'est une plateforme d'échange pour accéder aux fonds privés, donc l'investissement. Donc si je reprends le diagramme que je viens de dessiner, donc on est situé ici dans les valeurs mobilières actions, d'accord? On est situé ici et on appelle ça le pré-IPO. Donc j'ai écrit le pré-IPO. Alors IPO ça veut dire introduction en bourse et pré-IPO ça veut dire avant l'introduction en bourse. Donc il y a plein de sociétés comme ça, je ne vais pas faire la liste, je ne travaille pas pour eux et le ticket d'entrée est à peu près 150 000 $ à 1 million de dollars. Si tu as 150 000 $,
ou 200 000 dollars, tu peux entrer chez Fondora, ok, et tu peux entrer aussi chez EquityZen. Donc voilà, c'est des tickets d'entrée pour les investisseurs de base. Un marché financier ici, ok, à droite, c'est un lieu d'échange pour les produits financiers. Ok, c'est pas très différent des courses que tu fais au supermarché ou au marché, hein. À ceci près que les actions, c'est quelque chose d'intangible. Ok, intangible, ça veut dire que c'est virtuel en fait. Tu ne peux pas vraiment le toucher parce qu'il n'existe pas en fait. Mais c'est une preuve, hein. C'est une preuve que c'est une entreprise qui t'intéresse et que tu veux participer à l'activité économique de cette entreprise. C'est une idéologie. Une entreprise, c'est d'abord une idéologie. Ensuite, c'est une solidarité. Une solidarité entre les employés, une solidarité entre les dirigeants et les employés aussi. Donc il y a deux solidarités. Ok. Donc une entreprise existe parce qu'elle a besoin de produire, de faire ce qu'on appelle la valeur ajoutée, une transformation de la matière première, une transformation d'une idée. Ok. Donc, transformation d'une idée, c'est quoi? C'est les entreprises technologiques. En fait, les technologiques, je te rappelle qu'il y a quatre secteurs fondamentaux, hein. Donc les défensifs, les cycliques, les technologiques et enfin les financières. Si je prends les technologiques, les secteurs technologiques, c'est ce qu'on appelle une transformation d'idée. On va transformer une idée en une technologie. D'accord. Donc c'est pour ça que le secteur technologique est différent des trois autres secteurs. Parce que dans le secteur technologique, il y a cette transformation-là. Et cette transformation est possible uniquement parce qu'on a apporté des talents à l'instant T0 de la fondation de l'entreprise. D'accord. S'il n'y avait pas les talents à ce moment précis, à T0, okay, il n'y aura pas de roadmap, il n'y aurait pas d'évolution, il n'y aurait pas de succès à la fin, dans 5 ans, dans 10 ans. D'accord. Donc dans le futur, si on voit qu'il y a quelque chose qui se réalise, c'est parce que dans le passé, il y a eu quelque chose qui s'est réalisé. Parce que le futur, c'est le témoin du passé. Et si on voit que SpaceX a pu produire des fusées réutilisables, c'est parce qu'à l'instant T0, lorsqu'ils ont fondé l'entreprise, il y avait déjà les talents réunis, présents, auprès d'Elon Musk. Évidemment, c'est pas Elon Musk qui a inventé entièrement le concept, hein. Il a participé, évidemment. Il a apporté l'argent. Mais c'est pas lui qui a designé toutes les pièces mécaniques. Voilà, c'est un ensemble de personnes qu'on ne connaît pas, ils sont anonymes, mais c'est pas grave, puisque SpaceX représente ces personnes-là, et donc aujourd'hui on sait qu'à l'instant T0, ils étaient là. Okay. Ça reflète une volonté, donc une transformation de l'idée. D'accord. Donc c'est le secteur technologique. Maintenant, le marché financier joue aussi un rôle essentiel dans le financement de l'économie des entreprises PME qui sont liées à SpaceX, par exemple les sous-traitants. Voilà. Les sous-traitants dépendent de SpaceX, qui apportent la matière première, la produit transformé, les produits intermédiaires, les constructions, etc. Ok. Ça, j'ai pas la liste de tous les sous-traitants et partenaires de SpaceX. Voilà, je sais qu'il y a un nombre assez important, peut-être une centaine de sous-traitants, voire plus. Donc voilà, donc c'est pour ça que le marché financier est important. Ça permet d'atteindre la démocratie. Donc la bourse, elle est importante parce que ça permet d'atteindre la démocratie. Mais il y a une sélection dans le board, d'accord. Il y a les capitaux, il y a les investisseurs, il y a les grandes institutions. Eux, ils vont filtrer les gens, d'accord. Ils vont filtrer les gens en fonction de leur origine ethnique, d'accord, en fonction de leurs compétences, leur diplôme. Et tout ça fait que la démocratie, elle est possible, mais il y a des conditions. Notamment, on le voit, la limite, lorsqu'on arrive au sommet de la hiérarchie, on voit qu'il y a une limite. Voilà. Alors c'est bien, c'est pas bien, je ne sais pas. Si c'est moral, c'est pas immoral, je ne sais pas. Je sais que je ne sais pas. D'accord. Je suis pas là pour parler de ces côtés code moral. C'est pas le but de notre talk Tickerwiz. Maintenant, c'est un marché qui est organisé. Alors, je crois que j'ai parlé une fois avec toi de marché gré à gré et de marché organisé. Et à créer. Ouais. Ça veut dire OTC, Over the Counter. Ah oui. Il me semble qu'on a déjà parlé de ça. Okay.
Donc Oui, oui, OTC, ça veut dire en français gré à gré. Ça veut dire c'est à huis clos, dans une salle fermée. D'accord? C'est à l'insu de tous. Les oui. négociations euh, auraient lieu entre les apporteurs des capitaux et les fondateurs de l'entreprise. Entre autres, OTC permet d'évaluer le risque d'une entreprise et ensuite de investir des tours de table, on appelle ça, et pour en fait valoriser les actifs et acheter ou vendre donc ces actifs. OTC, c'est super important. Alors, OTC, c'est pas le pré-IPO, hein, c'est pas la même chose. Pré-IPO, ça veut dire que c'est avant l'introduction en bourse. OTC, ça veut dire que c'est une négociation de la valorisation des titres des entreprises qui ne sont pas forcément introduites en bourse dans le futur prochain. D'accord? C'est pas parce que tu as un OTC que cette entreprise-là va forcément être introduite dans les prochains mois ou les prochaines années. Mm. Ça peut attendre, hein, ça peut attendre 10 ans, 20 ans, hein, ou jamais en fait. Alors, on va parler de ce qu'on appelle le Dark Pool. C'est pas, ça vient pas de Marvel, hein. Alors, Dark Pool, c'est quoi? Le Dark Pool, en fait, ce sont un prix qu'on se met d'accord sur la transaction. Les Dark Pools, ce sont des systèmes d'échange. Donc, je marque, hein, je sors mon petit cahier de école de commerce. Système de. Alors, Dark Pool, ce sont des systèmes de échange dans lequel les, le carnet d'ordre, euh, voilà, dans lequel le carnet d'ordre n'est pas public. Voilà, c'est ça. Alors, donc dans l'OTC, il y a un truc qui s'appelle Dark Pool. Et c'est un carnet d'ordre qui n'est pas rendu public. C'est ce que les grandes institutions bancaires comme Morgan Stanley il va noter dans son carnet d'ordre. Je vais acheter 200 000 titres de telle société à tel moment, à telle date. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la variation de titres sont d'une manière subite et non prévisible. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors, conséquence, donc variation subite et non prévisible. Voilà. Donc du coup, tu as un plus 50% en 24 heures. D'accord? Pourquoi? Mm. Parce que la baleine est passée par là et la baleine a dit je vais prendre 200 000 titres et je vais investir 1 million de dollars. Voilà. C'est pour ça qu'il y a plus 20%, Mm. plus 10% sur le titre. D'accord? Ouais. Voilà, ça c'est typiquement alors le cas des marchés des CFT, c'est aussi ça. Donc CFT Contract for Difference. Je crois qu'on en a déjà parlé de ça. Alors si tu te rappelles plus ce que c'est CFT, je peux remarquer. Ouais, je me rappelle, ouais. Contract for Difference, donc c'est un contrat. Donc contrat c'est ici, contrat à terme. Donc le cas des CFT, donc ce sont des produits dérivés qui s'échangent entre les brokers et les particuliers ou entre brokers sans passer, sans passer par une place de marché. D'accord. Donc j'ai noté ça parce que c'est important. Pour les gens qui reviennent de loin, CFT, c'est quoi? C'est produits dérivés. Alors dérivé, tout le monde sait ce que c'est, hein. Ça veut dire à côté du marché. Dérivé, c'est-à-dire à côté du marché, qui n'est pas dedans dans le marché. C'est pour ça qu'on dit dérivé. Dérivé, c'est-à-dire à côté. Qui s'échange, entre particuliers et brokers ou entre brokers, tout simplement, sans passer par la bourse. Voilà, c'est ça. Donc place de marché, place de marché. Ok. Donc c'est comme l'autre ici, c'est du gré à gré. Ok. C'est un produit dérivé qui s'échange sans passer par la bourse. Donc voilà sa définition de CFT, un contract for difference. Ok. Maintenant, derrière toutes ces organisations-là, il y a quand même la police qui surveille pour voir qu'il n'y a pas de crime, pas de mafia, enfin
on essaye, hein, on essaye d'empêcher le crime. Mais si le policier est lui-même criminel, c'est un peu compliqué. Mais bon, on suppose que le criminel et le policier, c'est deux personnes différentes. Voilà, c'est ce qu'on suppose. Donc ici, aux États-Unis, on appelle USA, on appelle ça le SEC, Securities and Exchange Commission. En France, tout simplement, c'est l'AMF. AMF, c'est-à-dire l'autorité des marchés financiers. Et ce sont la police, les gendarmes du marché qui surveillent tous ces mondes-là, l'OTC, Tarpool, CFT, pour qu'il n'y a pas d'élite initiée. Alors, d'élite initiée, je crois qu'on a déjà parlé une fois dans les épisodes précédents. Et d'élite initiée ne sert pas seulement à faire gagner de l'argent aux dirigeants. En fait, les initiés servent aussi à faire perdre de l'argent aux gens qui sont ciblés. Voilà, d'accord. Délit d'initié, c'est un crime parce que il fait perdre de l'argent. Il fait aussi gagner l'argent, certes, mais aussi c'est une manipulation qui fait perdre de l'argent. C'est pour ça que c'est un crime économique. Et dans les délits initiés, par exemple, on a les OPA, les offres publiques d'acquisition, qui sont réglementées. Donc c'est une entreprise qui veut acheter une autre entreprise, comme cette entreprise n'a pas d'argent. Donc tu peux pas acheter quelque chose si tu n'as pas l'argent. Alors comment tu fais pour acheter quelque chose quand tu n'as pas d'argent? Bah, tu fais un échange. En fait, tu fais un échange, tu fais un OPE ou un OPA. Donc dans l'OPA, tu as l'OPE. Donc tu fais un échange d'actions. Tu dis que l'action de Alcatel, par exemple, entre Alcatel et Lucent, quand il y a eu la fusion, l'acquisition, donc l'Alcatel va donner des actions à Lucent, okay, pour racheter Lucent. Voilà, on achète quelque chose parce qu'on n'a pas d'argent. Okay. Et derrière, c'est une manipulation financière. Et d'ailleurs, Alcatel-Lucent, c'était un flop monumental. Il y a des gens qui ont perdu 95% de leur investissement sur Alcatel-Lucent dans les années 2000. Candles flashing clean, green lines kinda know the dream. Technical moves precisely keen. Watch it glow on that money screen. Market swings like a wild dance. Take a whiz, don't leave it to chance. Buck brigade in a rhythmic trance. Every trade's got a winning stance. Take a risk with the data drive. Stock market making moolah come alive. Bonds on the block staying in the sky. Cash flow high.